soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Ensemble, vivons un moment de Bonjour d'Algérie. Nous serons ensemble jusqu'à 10h du matin avec toute l'équipe du Bonjour d'Algérie prête à vous servir comme chaque mercredi, bien sûr, et comme chaque jour de la semaine. Le mercredi parce que je suis avec vous et bien entendu avec toute l'équipe qui est là jusqu'à 10h du matin avec les rubriques également, toutes les rubriques habituelles du mercredi matin. Nous sommes le mercredi 7 avril, c'est la journée mondiale de la santé. Nous allons la célébrer ensemble avec aussi des professionnels de la santé. Nous aurons le plaisir de recevoir Aïda Mchri dans sa rubrique psychologie. Aujourd'hui, elle traitera de la santé et du bien-être. Qu'est-ce que c'est important de parler de santé et surtout de bien-être, que ça soit physique ou mental. Elle va nous l'expliquer à travers son débat sur notre plateau. Elle ne sera pas seule, elle sera accompagnée de médecins sur notre plateau, une spécialiste en chirurgie et un médecin qui viendra nous parler de santé, puisqu'en ce moment même, il y a un salon qui est au niveau de la SAFEX destiné à la santé, mais plus particulièrement à la lutte contre le cancer organisé par l'association L'Amel. Ils seront là pour nous en parler en détail. Nous aurons le plaisir aussi d'être accompagnés par Hamid Belkacem dans sa rubrique environnement. Aujourd'hui, il nous parlera de comment préparer l'arrivée de Ramadan avec surtout les précautions d'usage. Bien entendu, quand vous êtes dans la cuisine, faites attention à tout ce qui est brûleur. Tous les feux sont dangereux, surtout si vous avez des enfants autour, et mais pas que, mais aussi les dangers de la tabouna. Aujourd'hui, une représentante de Naftal sera sur notre plateau pour nous parler de ces dangers, des bonbonnes de gaz, tout bien préparé pour passer un bon mois de Ramadan. Nous aurons le plaisir d'avoir avec nous Nassiba Djaidir dans sa rubrique Mosaïque. Aujourd'hui, elle fera un gros plan sur une exposition, de l'exposition de notre amie artiste Zola Jennen, qu'on n'a pas vue depuis assez longtemps, et ça nous fera plaisir de la retrouver sur notre plateau tout à l'heure. Elle viendra nous parler de son actualité culturelle. Et comme vous avez pu le remarquer ces derniers temps, la culture reprend avec plein de nouveautés, notamment les artistes qui défilent les uns après les autres à travers les nouveautés, les exclusivités, surtout pour Bonjour d'Algérie, à travers des clips vidéo le tout dernier en date, celui de Massi qui viendra nous le présenter tout à l'heure sur notre plateau. Eh bien, il nous rapportera cette fraîcheur et surtout cette bonne humeur. J'espère que vous allez bien et vous allez passer un très bon moment en notre compagnie. Je vous laisse tout de suite avec les nouvelles du ciel. On n'oublie pas aussi que notre émission est sponsorisée par Coral Peinture. Vous allez le voir défiler tout au long de notre émission. Tout à l'heure, nous le retrouverons. On laisse notre grande Amel Laribi présenter la météo. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aynama Kuntum. On n'oublie pas notre sponsor, n'est-ce pas Amel? Ah bah oui. J'avais dit Amel, tu me rappelles, on ne sait jamais que je l'oublie. Eh ben, je me suis rappelée comme une grande. Très bien. Ça va? Ça va Amel, bonjour. Vous allez bien? Ça va. Parfait. Alors Amel, toute l'équipe se joint à moi pour te souhaiter un joyeux anniversaire. Ça y est, tout le monde le sait. Très bonne santé. Merci, c'est gentil. Que du bonheur. C'est gentil. Que du bonheur. Amel aussi, c'était ma copine aussi de cœur, puisqu'elle aussi est née un mois d'avril, le 5. Donc on se souhaite conjointement un bon anniversaire. Voilà, c'est gentil. Avec la musique aussi de l'équipe. Merci l'équipe. Voilà. Ça c'est Zahra, j'imagine. Et Wafa et Hana. Nassim. Merci beaucoup, c'est gentil. Allez, on va commencer la météo. Allons-y. Allez. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, on aura un ciel partiellement voilé, pré-orageux, près des côtes ouest, passagèrement nuageux partout ailleurs, avec possibilité de quelques pluies durant l'après-midi. Quelques orages, par contre, à l'intérieur, ouest, centre et est, avec des vents assez forts sur pratiquement l'ensemble des régions côtières qui vont souffler entre 40 et 50 km/h. La moitié sud, le ciel restera souvent voilé, orageux, vers la Saoura, le Nord Sahara, les oasis. Ailleurs, le soleil prédominera, avec toutefois quelques formations cumuliformes vers le Hégard et le Tassili. Et à noter aussi des sous-langues de sable vers l'extrême sud, le Hégard Tassili, le Sahara central et le Sahara oriental. Les températures, quant à elles, eh bien, elles seront plutôt élevées, mais vers l'ouest, avec un maximum de 29 degrés du côté de Rolizane, 25 Tlemcen, 24 Oran, également Al Bayad, 19 Tizi Ouzou,
19 à Alger, 23 à Tizi Ouzou, 16 degrés à Annaba, 18 Constantine, 22 degrés à Djelfa. Au sud, eh bien, on relèvera 31 degrés du côté de Béchar, 29 Biskra, 32 à Gardaya, 36 Ilizi, Insala, 31 Tindouf, 32 vers Tamanrasset et enfin le maximum 39 degrés, Borj, Bedi Mokhtar et Ingazam. La mer aujourd'hui, eh bien, sera très agitée sur pratiquement toutes les côtes algériennes, avec des vents qui vont souffler entre 40 et 50 km/h sur les côtes ouest et est et 40 à 60 km/h sur les côtes centres. On va faire un petit voyage du côté de la partie sud de l'Afrique où le ciel restera partiellement voilé à Abidjan, Abuja, Bangui, Kinshasa, peu nuageux à Addis Abeba, Lusaka et Windhoek, plutôt nuageux à Antananarivo. Le mercure affichera 26 degrés, Lusaka, Antananarivo, 25 Nairobi, 28 à Addis Abeba, 34 à Kinshasa, en passant par Abuja, le maximum 38 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Voilà, merci beaucoup pour ces nouvelles du ciel. C'est moi qui vous remercie, Amel. Il y aura une petite surprise tout à l'heure, une chanson dédiée c'est gentil. dédiée pour ton anniversaire de la part de l'équipe de Bonjour D'habitude, c'est moi qui le fais, hein. D'habitude, c'est moi qui suis en régie. Mais bon, Oui, là, cette fois-ci, c'est gentil. Merci beaucoup. Et ben, moi, je vais vous offrir une belle chanson. C'était donc Aït Amara qui était venue, la mienne, Aït Amara, qui était venue nous présenter son tout dernier clip. Celebration. Que l'on me gagne. Ça nous Merci. rappelle. C'est la chanson d'Amel, ça, en vérité. Hein. Oui, mais on se la partage. Elle va me l'offrir, c'est gentil. Voilà, je te merci, l'offre. merci. C'est Colin moi. de Gang. On retourne dans les années 80. 80, ouais. Voilà. Ouais. Ben, j'espère que ça va vous plaire. Merci beaucoup, Amel. Allez, on vous laisse apprécier cette belle chanson. On se retrouve juste après. Retour sur le plateau. On l'accueille comme il se doit. Donc, Hamid Belkacem qui nous avait manqué la semaine dernière. En tout cas, on est bien content de les retrouver. Bonjour, Hamid. Bonjour Ahmed. Excellente forme. Et tiens, je préparais votre anniversaire. Ah c'est pour ça, ouais, voilà, joyeux c'est pour anniversaire, ça. Ahmed. Voilà, Merci. il fallait bien l'organiser. Voilà. Ça va? Oui. Alors aujourd'hui, chose sérieuse, bien sûr, on va parler donc des dangers de l'utilisation de réchauds, de gazinières durant le mois sacré de Ramadan. C'est tellement important de passer de bons moments en famille, surtout durant ce mois sacré. Et bien sûr, il y a toujours des dangers qui nous guettent. Lié à la tabouna. La tabouna, c'est un terme qui est usité en Algérie, là, Oui. tellement largement usité qu'on en oublie jusqu'à son origine. Sa À l'origine, terminologie? Oui, c'est le réchaud lessiveuse. Pourquoi réchaud D'accord. lessiveuse? Parce que dans le temps, on commençait par utiliser la tabouna ailleurs de par le monde pour pouvoir mettre une bassine en acier, en fer. Pour et chauffer. Pour chauffer l'eau et surtout les langes des bébés Ben oui. avec en râpant du savon de Marseille. Et c'est comme ça, avant l'invention de la couche bébé, on utilisait le réchaud langes. lessiveuse avec les langes. D'accord. Et chez nous, c'est la tabouna. Voilà, Et voilà. comme nous sommes à la veille du mois Ramadan. sacré de Ramadan, c'est pour ça que nous accueillons Madame Leila Benbouzid. Bonjour. Bienvenue parmi nous, Marhaba bik. Je rappelle que vous êtes directrice de la branche GPL à Naftal, c'est ça? C'est la division Division. distribution. En fait, Naftal, c'est une très grande entreprise et donc il y a la partie commercialisation, il y a la partie distribution. Et Madame Elbouzid s'occupe de la partie distribution. Qui dit distribution dit utilisation sécurisée de la tabouna, Oui, de la bouteille bonbonne de gaz. bonbonne de gaz. J'imagine, Madame Elbouzid, si vous avez lancé une campagne de sensibilisation liée à la bonne utilisation de la tabouna, de la bouteille de la bouteille Gaz. Naftal, j'allais dire, hein, vous l'avez, hein, le flyer, c'est qu'il y a des raisons. Il y a eu de par le passé des accidents, parfois même des drames. Or, une utilisation sécurisée de la bouteille butane s'impose. Effectivement. Donc, bonjour encore une fois, Amel, Monsieur Belkacem. Tout d'abord, je tiens à signaler que le butane est une source d'énergie pratique et très sûre, à condition de connaître et respecter les règles de sécurité élémentaires. Pour ce, Naftal, en tant qu'entreprise citoyenne, elle ne cesse de sensibiliser par rapport aux risques liés beaucoup plus à la mauvaise utilisation de la bonbonne de gaz. Dans ce sillage, donc, Naftal assure une campagne de sensibilisation
on procède à l'élaboration de flyers, de dépliants, d'affiches et tout. Et on assure, comme chaque année, une caravane une caravane de sensibilisation. Cette caravane qui n'est pas aléatoire, comme vous venez bien de citer, M. Belkacem, elle est issue suite à une analyse et bien sûr des accidents qui se sont déjà passé. Voilà, c'est des chiffres. Voilà, c'est des chiffres. Par la protection civile. Voilà. Donc, on a constaté que généralement, il n'y a jamais une explosion de bonbonnes de gaz et jamais un danger par rapport à la bouteille de gaz. Mais par contre, le danger, il est dans l'utilisation de la bouteille de gaz. Voilà, mauvaise utilisation. Oui, mauvaise utilisation. Alors, il faut savoir une chose. Une bouteille sort d'un centre amphithéâtre, qu'il soit de naphtal ou d'un agent agréé, mais il faut savoir que cette bouteille, une fois utilisée, revient à ce même centre amphithéâtre. Et si, vous me corrigez si je me trompe, Madame Elbouzid, je parle sous votre responsabilité, si une bouteille, lors de son non-futage, est déclarée défectueuse, elle est soustraite, elle n'est pas remise en circulation. Elle est systématiquement retirée du circuit d'exploitation. Donc, je rassure les consommateurs d'ici que toutes les bouteilles commercialisées par Naftal sont conformes et elles subissent des contrôles systématiques au niveau de la chaîne de production, au niveau de nos 42 centres. Donc, le problème n'est pas au niveau du centre amphithéâtre de Naftal. La bouteille sort de manière sécurisée. C'est pendant la phase de transport, de distribution ou d'utilisation. Il y a des consignes particulières lors du transport, par exemple? Heureusement, on a beaucoup travaillé sur ce volet parce que la sécurité, elle prime et c'est notre objectif principal. L'objectif de cette caravane qu'on est dans la 8e cette année. C'est la 8e. Malheureusement, cette année, elle a été freinée à cause du confinement, la pandémie Covid-19. Mais l'objectif final et principal, c'est réduire les incidents liés à la mauvaise utilisation de la bouteille d'abord, sécuriser nos consommateurs et puis créer un contact direct avec les utilisateurs. Pour comprendre aussi le mode d'utilisation, comment est-ce que cette bonbonne arrive, comment elle est utilisée au niveau des foyers et comment donner des conseils pratiques. Et puis j'enchaîne par là justement. Là, vous voyez, il y a ce flyer, très beau flyer, donc qui englobe toutes les consignes de sécurité liées à la bonne utilisation de la bouteille de gaz. Vous l'avez en deux langues, oui, en arabe et en arabe. Voilà, il y a ce significatif, j'allais dire, visuel, on le voit, avec un code de couleur, on apprend l'utilisation de la bouteille, le détendeur, donc il y a toutes les phases d'utilisation avec des schémas bien explicités. Très bien. Donc c'est très explicatif et démonstratif. Monsieur Belkacem, quand je peux enchaîner par rapport à ce dépliant, donc on a le transport et le stockage, comment l'utilisateur doit transporter d'ailleurs la bouteille, il ne doit jamais la rouler. Chose que nous le constatons, j'allais dire presque tous les jours, mais de temps en temps, les gens font rouler. Ah oui, on voit les jeunes font rouler. Exactement, donc ça fragilise un petit peu la bouteille ou le système bouteille-robinet. Et la durée de vie. La durée de vie de la bouteille. Certainement. Quand elle est jetée, c'est le robinet qui est déformé. Déformé. Et là, ça touche la sécurité. Bien sûr. Ça touche la sécurité. Parce que la fermeture ne sera pas, bien sûr, on a carrément un robinet défectueux qui risque, lors du branchement de la bouteille de gaz, un incident, un accident. Donc, je reviens là, c'est la mauvaise utilisation dont Naftal a inscrit dans son programme de communication de sensibiliser davantage et en permanence sur la bonne utilisation de la bouteille à gaz. Donc, sur ce dépliant qui est un peu partout, parce que notre communication, elle est diffusée et elle passe généralement par les chaînes radiophoniques, par la télévision, au niveau des établissements scolaires, au niveau des places publiques. Donc, c'est le consommateur directement qui est sensibilisé. C'est l'utilisateur direct. Exactement. Donc là, on a jugé utile de mettre les consignes les plus importantes. Par exemple, les accessoires à vérifier, tels que la capsule de sécurité, les joints autoserreurs, au niveau du robinet, le joint plat au niveau du détenteur lui-même. On doit s'assurer que le tuyau, le flexible doit
doit être conforme. Et puis, Doit être régulièrement changé aussi. On ne va pas il a une utiliser. durée de vie. Bien Oui. serré. Et combien bien- même qu'il a une durée de vie, mais si on constate des fissures, des déformations, on doit le changer systématiquement. C'est du consommable. Exactement. Donc, par rapport aux gestes à faire, on a listé là comment, qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Donc, Quand vous ouvrez le robinet, quelle est la première des choses à faire? Exactement, exactement. Vérifier D'abord, avec il un faut peu de aérer. savon. Oui, aérer. L'aération, c'est un point très important d'abord, bien. avant de placer d'abord la bouteille. Exactement. C'est-à-dire s'assurer que le détendeur est conforme, il n'est bien. pas contrefait, le flexible lui-même, et puis quels sont les gestes interdits. Là, c'est à bannir. Interdit carrément. Dites-nous tout. Eh ben là, On va citer On les. va Voilà, c'est citer, quand même on va les important. citer. Il s'agit de la je ne sécurité. sais pas ce qu'on est en train de passer les, Oui, les c'est- affiches On là. est en train Oui, de passer. Voilà, donc comme vous le voyez, ne jamais porter la bouteille par le détendeur, ne jamais ouvrir une bouteille sans, avec un marteau ou une clé à molette, plutôt le robinet, ne jamais fumer, ni manipuler toutes sortes et sources de feu. Quand on est en train de brancher une bouteille, ne jamais vérifier une fuite à l'aide d'une flamme. Là, Ah oui, on chose doit que- toujours oui. utiliser une solution savonneuse. Bien sûr. Ah oui. Et il n'y a pas plus facile. C'est Ah oui. oui, ah Il y a oui. pas On plus joue aux facile bulles. que- Oui, Exactement. Tout de suite, ça apparaît. Hein. Exactement. Ne jamais purger une bouteille et ne jamais transvaser le produit d'une bouteille à une autre. Je vous confirme que la Il majorité... y en a qui le font. Oui, oui. C'est les constats et les rapports des experts en la matière. Après les incidents et les accidents qu'on voit, c'est que le retour d'expérience déclare et confirme que tout ça, c'est dû à la mauvaise utilisation de la bouteille. Voilà, donc c'est très dangereux. dangereux. Voilà, on incite à faire beaucoup plus. Il faut Le être plus stockage vigilant. aussi, le stockage de ces bouteilles Le est stockage aussi donc, dangereux oui, quelquefois. Amel, donc par rapport au stockage de la bouteille, donc elle doit être stockée toujours verticalement, Très bien. ne jamais la renverser, Ouais. d'accord, et puis dans un endroit très aéré. D'accord. Voilà. En fait, en résumé, la bouteille de butane nous procure de l'énergie, nous procure parfois de la joie, parce qu'on peut se Exactement. regrouper autour, voir la mamie en train de faire un plat traditionnel, mais une utilisation sécurisée évite tout type d'incident, voire de drame. Il faut juste suivre les consignes. J'imagine que les agents Naftal qui passent régulièrement ou dans les stations-service, si on a un doute, on peut se faire conseiller par un agent Naftal sur fait. l'utilisation sécurisée d'une bouteille butane, Madame El Bouzid. Tout à fait, Monsieur Belkacem. Et sur ce volet, je lance aussi qu'on a un call center, on a un numéro vert, le 3305. 3305. 05. Quand on a un doute, on appelle le 3305 et oui. on vous répond. On prend toutes les doléances de nos consommateurs. S'il y a un risque et s'il y a constatation d'un problème sur une bouteille de gaz, il faut contacter en urgence et dans l'immédiat le centre le plus proche Voilà. de Naftal. Exactement. Voilà. Ouais. Alors on parle beaucoup donc de sensibilisation aussi à l'arrivée de l'hiver. Bien sûr, que quand la des consommation, elle personnes, augmente. la consommation Exactement. augmente, il y a des personnes qui sont dans des régions assez reculées. Donc là encore, ils ont besoin, ils font appel non pas à des réchauds, mais plutôt à des bouteilles de gaz, bonbonnes de gaz pour se réchauffer et de manière quelquefois brute. Alors on parle aussi de ces matériaux utilisés, par exemple la tabona, ça aussi, il faut voir si elle est conforme, si elle est Exactement. toujours en état, si elle n'est pas Oui, défectueuse. Ça aussi, ça peut entrer en considération. Bien sûr, on ne cesse de sensibiliser. Et puis, j'ai oublié de dire que notre campagne, la caravane de sensibilisation, elle passe d'abord là où les gens utilisent beaucoup de butane. D'accord. Voilà. C'est Les régions beaucoup plus dans le milieu rural que dans le Exactement, milieu exactement, urbain. exactement. Mais c'est aussi conforme, on parle rarement du concept HSE pour c'est britannique, hein, c'est Health Security Environment, c'est santé, sécurité, environnement. Bah oui. La santé, la sécurité et l'environnement sont très proches et parce que Naftal est l'une des très rares entreprises qui dispose pratiquement de toutes les certifications en termes d'HSE, qu'elle insiste
pour faire passer ce message. Exactement. Le butane est bon en utilisation sécurisée, il n'y a rien à craindre. Exactement. Et puis on avait vu ce bel exemple avec l'invité que vous aviez ramené pour parler de ces grandes bonbonnes au niveau des villages pour essayer d'apporter du gaz un peu. Oui, les îlots monde. butanés, on peut en parler. Les îlots, voilà. Ça permet en fait de raccorder très rapidement des villages isolés à très moindre coût. Vous savez, pour creuser un pipe, il y a les oppositions de terrain, des riverains et tout. Et on met combien de temps pour installer un rack de bouteilles propane ou un îlot butané tout petit, des citernes de propane. De 1750 litres donc, kilos plutôt. À tout casser 2 semaines, voilà. même pas, des fois. Pas. Donc en 15 jours, on peut raccorder un petit douar et c'est magnifique. Je pense que c'est très important de le souligner. Le gaz, c'est une énergie propre. Le gaz est une énergie propre. Donc, on préserve les arbres, on préserve l'environnement parce qu'il n'y a pas d'émissions, ou beaucoup moins d'émissions que par le bois ou par le mazout qui est souvent importé. Oui. Or, le GPL, vous avez dans le GPL, le gaz de pétrole liquéfié, vous avez du CRS, carburant, mais vous avez et le butane et le propane. C'est la même famille et quelque chose de disponible en Algérie, donc on peut l'utiliser, il faut juste respecter les consignes de sécurité. Tout à fait, on a bien vu. Très bien, donc si vous permettez, Monsieur Belkacem, sur ce point, je tiens à enchaîner par rapport à la prise en charge de l'approvisionnement de la population au niveau des ondes d'ombre. Donc là, Naftal a c'est-à-dire lancé un vaste programme de sensibilisation suite aux installations des citernes 1750 et les batteries de P35. Donc là, on est en train de poursuivre cette opération vraiment importante pour rendre le produit très disponible et puis en toute sécurité. Voilà, accessible à tous. Oui. Voilà, parfait. Du gaz dans les... Vous savez, on terminera avec ça. Je vous remercie parce que c'est très important. Ça raccourcit les délais de branchement. Exactement, on ne parlera plus de gaz de ville dans les douars, mais d'une énergie propre et avec une utilisation sécurisée dans tous les douars au nom de l'équité régionale de toute l'Algérie. Voilà, c'est bien dit. Merci beaucoup à vous. Je rappelle donc Leïla Benbouzid, vous êtes donc directrice de la division distribution Naftal. Très bien. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Sahar Mdadkoum, à vous aussi. Et bon courage pour cette campagne, toujours dans la sécurité et surtout le bien-être de nos concitoyens. Merci beaucoup, Hamid. Sahar Mdanek, une chose est sûre, l'élite chèque c'est le lundi, mais une chose est sûre, le mercredi, on sera Saïmin. On va adapter le programme à quelque chose en rapport direct avec Termdal après l'utilisation sécurisée de la tabouna. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Hamid et merci à vous. On vous souhaite une bonne journée. Merci à vous aussi. On continue. Je vous avais dit qu'aujourd'hui, donc, c'était la journée mondiale de la santé. Il fallait donc s'adapter, cette fois-ci avec un reportage signé Yamina Saïdji qui nous fait donc un reportage sur le dépistage précoce du cancer colorectal au niveau de Bdjaïa. On se retrouve juste après. Selon les spécialistes, le cancer colorectal peut être prévenu en changeant certaines habitudes alimentaires. À Béjaïa, ce staff médical a élaboré un projet pilote pour le dépistage précoce de ce cancer qui touche environ 25 personnes sur 100 000 habitants. Nous avons dépisté 4000 patients dans un état précoce. Parmi eux, certains ont subi une résection par endoscopie. Et c'est ainsi qu'ils ont pu éviter la chimiothérapie et même la chirurgie. tout ce qui est chimio, chirurgie. Si le dépistage révèle que le patient est atteint d'une tumeur, il est pris en charge ici dans ce service d'oncologie de l'hôpital universitaire Khalil Amran de Béjaïa. المصلحة اللي رانا فيها هي مصلحة الخاصة بمستشفى الجامعي خليل عمران مستشفى بجاية. Je me suis fait dépister au niveau de la polyclinique Camizour. Le test s'est malheureusement avéré positif. Du coup, je devais me faire suivre à l'hôpital Khalil Amran, là où je suis pris en charge parfaitement. Ce premier projet pilote mis en œuvre dans la wilaya de Béjaïa, une expérience qui doit être généralisée aux autres wilayas du pays et doit bénéficier du soutien des autorités concernées.
Voilà, de retour sur le plateau, nous allons parler santé à présent avec Aïda dans sa rubrique psychologie, mais pas que. Nous avons le plaisir d'être accompagnés par des médecins sur notre plateau. Alors Aïda Mchouli, bonjour. Bonjour. On commence par vous. Comment ça va? Ça va super bien. Alhamdoulilah. Le bien-être et la santé, ça va ensemble. Tout à fait. Aujourd'hui, on va probablement partager avec nos amis, collègues, l'importance de se prendre en charge sur un plan physique, y compris la santé mentale aussi, un bien-être là où ça va de soi. Mais voilà qu'on peut parler de beaucoup de choses. Voilà. Pourquoi les gens refusent de prendre leur traitement, comment vraiment les accompagner, qu'est-ce qui fait que voilà, on fait des résistances, comment vraiment accompagner les gens, les enfants, les maris qui refusent un tout petit peu. Une thématique qui nous secoue vraiment dans les profondeurs. On va beaucoup en parler. On va présenter nos invités. Madame Turkia Boussif, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Alors, vous êtes donc médecin spécialiste en chirurgie maxillofaciale. Donc, les dentistes? Non. C'est une confusion qui est souvent rencontrée. Non. Alors, la chirurgie maxillofaciale, c'est une, si on va la définir brièvement, on fait d'abord des études en médecine, on fait 7 ans, puis on se spécialise pour devenir un chirurgien maxillofacial. Donc, pour faire connaître la spécialité, c'est une spécialité qui prend en charge donc des pathologies qui sont situées dans la région cervico-faciale et qui va de la peau jusqu'à l'os. Très bien. Donc, tout ce qui est pathologie malformative, tout ce qui est traumatologie, cancérologie, etc. Voilà, et aussi, il y a un volet important dans cette spécialité qui fait sa particularité, c'est l'esthétique. L'esthétique, bien sûr. On va en parler dans un moment. Avec nous également, Madame Samiabou Bounafa. Voilà, j'y arrive. Bienvenue parmi nous. Vous êtes médecin généraliste. Merci, oui, c'est cela. Je suis médecin généraliste au niveau d'un établissement de proximité. Voilà, Bouchnafa. Bouchnafa. Voilà, marhaba bik. Alors, pour la Journée mondiale de la santé, il fallait qu'on ait des médecins sur notre plateau, rendre hommage à tout ce personnel médical qui a travaillé, qui travaille toujours autant pour contrecarrer cette épidémie, cette pandémie mondiale. Et vous êtes là pour prouver que vous êtes des femmes déjà et vous travaillez quotidiennement aux côtés donc des hommes, aux côtés de tout ce personnel médical, que ce soit des soignants, des médecins, des spécialistes, des généralistes, tout ce beau monde pour rendre la santé, voilà, rendre service à la population. Tout à fait. Aïda, c'est important d'être entouré, bien entouré. Vous faites partie de ce corps médical aussi. Tout à fait. J'ai pendant très longtemps travaillé dans les établissements de proximité et vous savez, la richesse du lien. Nous, peut-être les psys, on place des mots très ciblés. La relation transférentielle, vous savez, nos patients, ils nous rendent quelque chose. Il y a comme un compromis dans l'échange, dans l'installation du cadre thérapeutique qui fait que, voilà, j'aime mon médecin traitant, je préfère le soin chez particulier, j'aime bien avoir l'information. Je crois que la bonne construction, l'installation d'un bon cadre va de soi. C'est vraiment ce qui nous permet d'accompagner le malade, de lui permettre de digérer un tout petit peu l'acceptation. Vous savez, ce n'est pas rien du tout pour l'amener à parler de ça. On parle beaucoup de bien-être et de santé. Alors, la prise en charge, on en a toujours parlé dans notre émission avec vous, que ce soit le côté psychologique, le côté mental de la personne malade. Aujourd'hui, le côté physique. Donc la prise médicamenteuse est très importante et quelquefois il y a tellement de médicaments que les patients sont fatigués de tout cela. Et donc ils s'abandonnent, ils abandonnent justement. Ils s'abandonnent, mais vous savez, il y a beaucoup de choses, on peut lire aussi entre les lignes. Il y a des gens qui régressent, ils font le déni, ils deviennent vraiment démunis par rapport à cette situation. Les traitements sont tellement lourds quelquefois que la personne fatigue. Moi je dirais, regarde Amel, tout le médicament lui-même, c'est pour un bien-être, pour soigner quelque chose, à long terme, et ça avance. Mais il y a quelque chose que le malade vit de l'intérieur, qui est l'acte lui-même de prendre un médicament, il est réel là. L'objectif, il est abstrait, ça veut dire c'est à long terme. Souvent, les malades, quand ils se sentent un peu mieux, ils abandonnent un tout petit peu cette formule qui leur rappelle qu'ils sont toujours malades, qu'ils doivent se prendre en charge. C'est pour vivre un état là où il leur semble qu'ils sont parfaits, qu'ils peuvent vivre le plus normal possible. Et je crois que le meilleur exemple, c'est un peu les malades qui refusent
refusent de prendre de l'insuline, les malades qui refusent de prendre le traitement. Vous savez, on en a beaucoup travaillé sur ces thématiques et c'est pour ça que probablement l'éducation thérapeutique de ces patients, qui est dans l'installation du cadre, comment on informe, comment vraiment les accompagner pour qu'ils puissent accepter. Mais c'est tout un processus. Moi, je crois que si j'ai quelque chose à dire aujourd'hui, c'est tout simplement de simplifier que l'harcèlement, l'angoisse des adultes, il y a un peu de sucre, il y a un peu de sel, il ne faut pas faire, tu as fait, tu ne fais pas. Ça bouleverse un tout petit peu le vécu du malade et ça ne va pas l'aider. Comment on peut vraiment réfléchir à l'accompagner réellement, à lui donner le temps qu'il faut, lui permettre de prendre sa propre décision, notre rôle, que ce soit par rapport au mari, vous savez, hein, souvent les épouses... souligne un tout petit peu la relation avec les maris qui refusent de respecter un régime, de prendre des médicaments à temps, etc. Voilà, ça a du sens. Vous savez, pour nous, je crois que dans ce cadre thérapeutique, dans l'accompagnement, c'est important de dire, est-ce que c'est une manière d'attirer l'attention? Est-ce que c'est une culpabilité de l'autodestruction? Il y a des malades qui refusent, ils se culpabilisent tellement qu'ils font tout pour vraiment vivre le malaise. Ils font de sorte que ça continue dans le temps. Est-ce que c'est une manière de dire au secours, j'ai besoin d'affect, hein? Vous savez, le symptôme, il fait que la maman, elle est là, la grand-mère, elle est là, les personnes proches, ils sont là, tout le monde est autour de lui. C'est un bénéfice secondaire et ça nous invite. Le but aujourd'hui, c'est juste pour souligner que c'est pas un acte de rien du tout, qu'il faut vraiment le lire, accompagner ces malades, leur permettre de placer des mots, utiliser nos propres sentiments. C'est ça. Et puis, excuse-moi, je vais... Parce que souvent, nous, non seulement on échoue un tout petit peu la relation directe avec l'autre, pour dire que je m'inquiète pour vous, mais on va encore amplifié avec le médecin a dit, j'ai regardé la cousine, là, le médecin qui a soigné la cousine a prononcé que, et on ramène non seulement notre angoisse, mais l'angoisse d'un réseau derrière nous, là, qui va braquer. Je crois que ça n'aidera pas le malade à se prendre. On va poser la question aux médecins généralistes qui voient un peu de tout, et des patients un peu hypocondriaques, des patients un peu plus qui s'en fichent un petit peu de leur santé, qui passent au-delà même de la prise de médicaments sérieusement. Exactement, c'est le rôle du médecin généraliste au niveau de l'établissement de proximité. Le malade nous visite souvent, si ce n'est pas tous les jours. Donc on essaie de le sensibiliser, on essaie de faire son éducation sanitaire et de lui expliquer que prendre son traitement, c'est à long terme, le résultat n'est pas tout de suite vu, mais plutôt à long terme. Et c'est pour préserver pour éviter les complications de sa maladie, pour vivre plus longtemps et pour mieux vivre avec sa famille. Voilà, alors on vit la modernisation de la médecine aujourd'hui, on vit avec son temps, avec toutes ces nouveautés. Vous avez peut-être un peu plus aujourd'hui de visibilité concernant la médecine, puisqu'il y a eu beaucoup d'énormes découvertes dans le domaine donc, de la science et de la recherche, mais le patient reste le même aujourd'hui. Et les médicaments aussi, c'est tout un univers aujourd'hui on pourrait débattre sur ce médicament, mais bon, il y a plein de choses à dire. Reste aussi, les patients sont différents. Vous avez tout type de patients, que ce soit les jeunes, les enfants, les plus âgés, qui sont encore plus délicats et sensibles. Exactement, mais il suffit juste de savoir transmettre le message, de savoir parler aux malades et d'avoir cette confiance. Dès que le patient a une confiance avec son médecin, donc automatiquement le message passe et on essaye de simplifier la prise des médicaments. Maintenant, il y a plusieurs molécules en un seul comprimé, donc ça simplifie déjà la prise médicamenteuse et tout est basé sur la confiance. Dès que le patient a confiance en son médecin, automatiquement, tout va être facile. Exactement, surtout s'il y a des résultats, bien évidemment. Exactement, alors, exactement. C'est des années donc, de sacrifice pour vous qui avez fait médecine. C'est le tronc le plus important, le plus long d'années d'études. Des années d'études que vous aboutissez ensuite à retrouver vos patients et à prescrire donc, des soins et des médicaments. Alors aujourd'hui, où vous en êtes pour cette journée? C'est la journée mondiale de la santé et qui coïncide avec le salon
pour l'information sur le cancer, dépistage du cancer. Et c'est une occasion pour expliquer et simplifier à tout Algérien que le cancer, ce n'est pas une maladie fatale, mais plutôt une maladie qui a un traitement, mais il faut le dépister très tôt, donc on insiste sur le dépistage précoce. Et en ce moment, le salon de l'information sur le cancer, on est en train d'assurer des consultations de dépistage du cancer du sein, en examinant les femmes et en leur apprenant à s'autopalper, qui est très très important. Et on assure les frottis cervico-vaginaux pour dépister le cancer du col. On essaye de le simplifier, de l'expliquer à la femme. Vulgariser Exactement. Donc c'est très facile, c'est simple. Et on l'a fait hier, aujourd'hui et demain. Donc j'invite toutes les femmes à profiter de cette opportunité et de se déplacer vers la SAFEX pour se faire examiner et pour accepter sa maladie. Accepter sa maladie et éviter la maladie aussi. On agit sur la prévention. Le rôle du médecin généraliste, c'est la prévention avant de passer à traiter la maladie. Donc en sensibilisant les gens. Deux maladies prépondérantes, c'est-à-dire le cancer et aussi le diabète aussi qui est en augmentation. Donc en assurant une bonne éducation sanitaire chez le patient, on va éviter le cancer et on va éviter tous les facteurs de risque qui déclenchent le cancer et éviter d'autres maladies chroniques comme le diabète. Voilà, c'est très bien. Alors, on va parler aussi donc de reconstruction avec vous, Aïda, et aussi avec notre médecin qui est donc spécialisé en chirurgie maxillofaciale. Vous nous expliquiez que c'était donc beaucoup d'études aussi, d'années d'études dans le domaine de la médecine, mais pas que. Ça rejoint aussi la chirurgie, donc dentaire aussi. Ça peut aussi avoir des relations avec les médecins. Du tout. Ça n'a rien à voir. J'insiste, je vais y arriver quand même. Oui, vous n'êtes pas la seule. C'est une confusion qui est générale par manque d'informations. Et parce qu'on n'a pas beaucoup de services de chirurgie maxillofaciale en Algérie, c'est pour ça qu'elle n'est pas très connue. Mais c'est une spécialité totalement différente. Par contre, nous avons une relation étroite avec certaines spécialités comme la chirurgie dentaire. Non, la chirurgie dentaire, l'orthodontie spécialement pour la prise en charge des malformations, ce qu'on appelle les dysmorphies maxillo-mandibulaires ou dysmorphie dentofaciale, on l'appelle aussi comme ça. Et on travaille aussi avec les ORL, avec les anapathes pour la prise en charge du cancer. On travaille avec les pédiatres et les généralistes, bien sûr, qui nous adressent les patients présentant aussi des malformations labiales. C'est ce qu'on appelle communément le bec de lièvre. Oui, voilà. Oui, là encore, c'est toute une prise en charge aussi à faire avec... Il y a un problème aussi avec ces becs de lièvre parce qu'ils doivent bénéficier d'une prise en charge très spéciale pour ne pas rater. Il y a ce qu'on appelle aussi la fente à l'intérieur du palais. Oui, c'est les malformations, elles peuvent être soit complètes, soit incomplètes. Elles peuvent toucher la lèvre uniquement, comme elles peuvent aller jusqu'à la luette. C'est ce qu'on appelle les fentes complètes. Elles peuvent être unilatérales, bilatérales. Tout dépend ça va aller du plus simple au plus complexe. Il y a beaucoup d'enfants qui naissent comme ça. Il y a même les fentes faciales qui montent un peu plus en haut, vers le nez, vers les orbites, vers le crâne, etc. Donc, il y a aussi d'autres spécialités avec qui on travaille, les neurochirurgiens, les traumatologues concernant les traumatismes faciaux. Donc, ils doivent être pris en charge précocement pour éviter des problèmes esthétiques et fonctionnels importants que malheureusement... Fonctionnels d'abord, et ensuite esthétiques, parce que ça peut aussi jouer sur la personnalité de l'enfant. Très importante sur le plan fonctionnel et esthétique. Donc, c'est la personnalité. Donc, on n'accepte pas une petite cicatrice sur le visage. Donc, voilà. Et ça, c'est pris en charge Imaginez qu'on a un traumatisme par des spécialistes. Aïda aussi, un mot sur ça. Oui, on a nos confrères justement qu'on aime bien aussi. Les psychologues, c'est très important
On a une relation étroite avec les autres. Quand je vous ai dit que, c'est-à-dire, ça pose beaucoup de problèmes psychologiques à la suite d'un traumatisme facial ou à la suite c'est-à-dire que le patient qui a subi une intervention pour des pathologies cancéreuses, etc. Donc, ça laisse une empreinte et ça demande. Donc, il est affecté psychologiquement, ça demande la prise en charge par nos confrères psychologues, orthophonistes. On a tout un beau monde autour de nous. Voilà. Et vous travaillez quotidiennement pour améliorer donc, le quotidien de ces patients. Tous les jours. Aujourd'hui, cette journée est très importante. Comme on n'a pas beaucoup de spécialités, on n'a pas beaucoup de services, pardon, donc les malades viennent de partout. De territoire national. Voilà. Et vous avez une conférence d'ailleurs aujourd'hui. Justement, vous allez dans lors de ce salon. Comme l'a déjà précisé ma consoeur, on participe aussi, Madame Moulefer, pardon. On participe aussi, nous aussi, dans le cadre des journées de la santé, la journée de santé contre le cancer, dans le cadre du cancer. Nous avons choisi donc une question qui est très importante et qui pose un problème de santé publique. Ce sont les carcinomes de la peau. On a deux entités que je voudrais bien préciser et lancer un appel à la même occasion. On a le carcinome basocellulaire et le spinocellulaire qu'il faut diagnostiquer et précocement pour les traiter. Et ces deux cancers, donc on a un qui a une malignité locale et l'autre qui ne donne pas des métastases et l'autre qui a une agressivité et qui donne, c'est-à-dire il se développe progressivement, mais aussi il donne des métastases, d'où sa gravité et qui donne de grandes déformations et qui peut faire des délabrements importants au niveau de la face. Malheureusement, vous voyez même sur les réseaux sociaux, Facebook, des gens qui ont des... Eh ben, on arrive à cette situation parce que les gens ne sont pas pris précocement à temps et on n'a pas encore la culture de se faire traiter, de se faire examiner et consulter à temps. D'abord, il y a les médecins généralistes qui sont au devant de la scène. C'est les premiers qui reçoivent ce genre de patients, qu'ils doivent sensibiliser par rapport à des petites lésions exubérantes au niveau de la face. Parce que communément, on dit que c'est rien du tout, c'est khana, il ne faut pas toucher, etc. Non, il faut consulter d'abord, adresser chez un dermatologue qui fait un examen spécialisé, approfondi, pour évaluer le risque. Et si ça nécessite une prise en charge chirurgicale, donc ces patients nous ont adressés pour le traitement. Si on prend précocement ces gens, une petite lésion, une simple exérèse en quartier d'orange avec un rapprochement par simple suture suffit pour éradiquer complètement la maladie. Une personne, alors, au lieu d'en arriver à des réparations, à des mutilations plus importantes, qui nécessitent des réparations encore plus importantes, qui nous demandent beaucoup de temps. Là, tout cela doit aussi passer par une bonne vulgarisation, par les spécialistes, les médecins aujourd'hui. Les réseaux sociaux jouent aussi un petit rôle pour essayer d'apporter d'où le grand des explications. Intérêt oui, c'est les réseaux sociaux, bien sûr, ils ont un rôle important dans essayer de faire connaître certaines pathologies, de messages et de sensibiliser la population, etc. N'est-ce pas, Haïda? Alors, parler de reconstruction quand il s'agit d'un cancer, quand il s'agit donc d'une malformation, d'une réparation, un bec de lièvre, tout cela. Vous parlez très bien de l'image du corps. Vous savez, ça, c'est pas rien du tout. On a beaucoup parlé un peu dans le développement de l'enfant, la famille, comment que les ados, c'était important, c'est juste pour attirer votre attention. Ils n'aiment pas leur nez, le visage, j'aime pas mes yeux, le regard, ma voix. Il y a beaucoup de choses dans la construction de cette image qui fait qu'il construit sa personne par rapport à l'autre, il tisse le lien et après, il y a toute une construction en parallèle de la confiance, l'existence, comment on
peut parler, se prendre en charge. Je n'exclus pas tout ça, qui fait partie du développement, de la construction, le noyau de la famille. Il y a des familles là où la blouse blanche, elle est terrifiante, hein, vous savez. Un petit bobo, vous savez, on commence à hurler dans tous les sens, et comment le soigner? Écoutez, il faut du pansement, il faut de... Cette idée, cette transmission n'est pas rien du tout. Vous savez, il y en a d'autres là où c'est plutôt un lien très amical, on va appeler docteur, voilà, c'est le médecin de la famille, ou tata va s'occuper de toi, c'est les médecins du bonheur. Là, on a vu quand même les enfants qui étaient avec une autonomie, avec une image de soi, avec une bonne construction. Moi, je crois qu'aujourd'hui, si on veut vraiment accompagner ces gens, c'est de voir vraiment dans la totalité. Parce que le produit médicamenteux, c'est chose, la relation, l'image du soi, c'est chose aussi, et chacun cherche à avoir un cadre, le meilleur cadre pour plaire à l'autre, tisser les liens, avoir cette bonne estime de soi-même, mais aussi, voilà, les gens qui l'entourent, les personnes en confiance, comme l'a bien précisé ma collègue, oui, et qui est dans cette relation. Vous savez, on n'est pas parfait. Voilà, la maladie, elle vient nous secouer, c'est le destin, mais voilà qu'on apprend que dans ces personnes ressources, ils ont l'art et la manière de banaliser, puis de nous donner confiance. Vous parlez des réseaux sociaux, ben, je vais vous inviter, probablement qu'on l'a échangé dans les coulisses, un mail, ces mamans qui nous regardent et qui ont appris la médecine, elles n'ont pas fait médecine, elles n'ont pas... Moi, je prends témoignage d'une dame aujourd'hui que je lui rends l'honneur et l'hommage, qui a beaucoup travaillé avec sa fille, de psychiatre. Aujourd'hui, je suis fière quand même de partager avec ces mamans qui sont en train d'apprendre, de lire, de nous accompagner. Qui fait un listing des thématiques. Absolument, absolument. Elle travaille merveilleusement bien. Madame Ahmed Chawish Souad, que je salue fort aujourd'hui, elle nous suit, elle nous accompagne, elle aide les gens proches. Je crois que c'est dans cette transmission, avec cet amour, avec cette confiance, qu'on peut vraiment banaliser, expliquer, voilà, que ce soit dans l'esthétique, alhamdoulilah, mais que ce soit dans la guérison et le soin, ça c'est important, il faut donner le temps et accompagner bien. Très bien, merci beaucoup Aïda pour toutes ces explications. On remercie nos médecins ici sur plateau. Moi aussi, j'invite la population donc à venir se faire consulter. Nous assurons la consultation au niveau de la SAFEX. Donc, il faut en profiter quand même pour... Voilà, et vous allez donner une conférence à partir de 10h30. Oui. On vous laisse repartir déjà. Merci beaucoup Madame Bounafa. Merci Mesdames pour tout ce que vous faites en tant que médecin et par votre biais. On remercie tout le personnel médical qui est donc toujours aux aguets pour contrecarrer cette pandémie. Et puis, Allah yarham toutes ces personnes qui nous ont quittés, médecins, personnel médical bien sûr, qui étaient au devant de la scène aux tout premières apparitions de la pandémie. Merci. Merci à vous. Allah yarhamhum. À très bientôt. Voilà, je vous invite tout de suite à suivre ce reportage. On va passer à la mosaïque tout de suite avec ce reportage signé. Donc on va le voir. C'est un reportage de Fari El-Hamdi, portrait de Abdallah Boukhams. On ne récolte que ce qu'on sème, un dicton que notre ami Hassan confirme au quotidien en s'adonnant à un travail qu'il affectionne. Pour lui, le métier de paysagiste est avant tout une passion qui a grandi au fil des jours, jusqu'à devenir une petite entreprise dédiée à la création et à l'aménagement des espaces paysagers. البداية كانت شوية صعيبة بدينا من الزيرو بدينا جوست بلي زيكيبمون. Les débuts étaient un peu difficiles. J'ai été financé par l'Aix-en-Sèche pour l'acquisition de l'outillage. J'ai rencontré des difficultés pour avoir la matière première. Au bout d'une année, j'ai pu recruter 2 à 3 artisans. Alors qu'au terme de la 4e année, nous sommes arrivés à une quinzaine d'ouvriers formés et qualifiés. J'ai même pu rembourser 70% du crédit octroyé par l'Aix-en-Sèche. 70% le crédit à l'Aix-en-Sèche. Terrassement, drainage, désherbage, engazonnement, mais aussi la taille ornementale des arbres et des arbustes pour obtenir des formes particulières qui enchantent les amoureux de la nature. L'entretien des surfaces est une activité tout aussi importante dans le métier de paysagiste. Et comme vitrine pour cette passion, Hassan a concocté une petite escapade florale. تربيت في الفلاحة
Le travail de la terre me fascine depuis mon jeune âge. Je suis fier d'épauler mon fils dans sa petite entreprise. C'est un plaisir aussi de voir mes enfants réussir dans le métier de nos aïeux. J'ai préféré les études parce que j'habite le métier. Je suis universitaire, mais cela ne m'a pas empêché d'aller vers ce métier que j'aime beaucoup. Cet amour, je le concrétise à travers un bouquet ou un cadeau qu'on confectionne et qu'on offre à nos clients. Un bouquet, un cadeau aux clients. Hassan a également lancé son propre atelier pour la fabrication de différents équipements pour aménager les espaces verts tels que le mobilier et les clôtures. Hassan ne veut pas s'arrêter en si bon chemin et espère un jour exporter des plantes et des roses vers l'étranger à travers le développement de son activité. Mon souhait est d'aller vers l'exportation, certes, mais avant ça, j'aimerais bien développer notre activité en arrivant à recruter jusqu'à une centaine d'employés. Nous sommes en mesure de former une trentaine d'artisans qualifiés par an pour peu qu'on ait accès au marché public tel que stipulé par la loi. Au vu de sa persévérance, tout porte à croire que Hassan est en mesure de relever ce défi. Enfin une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les maths à faire. Voilà, on salue notre sponsor officiel du Bonjour d'Algérie, Coral Peinture. Eh bien, vous avez pu voir le reportage, c'était le portrait d'un paysagiste passionné qui nous a en tout cas apporté beaucoup de bonheur à travers ce reportage et j'espère que ce métier sera de plus en plus développé par la formation professionnelle notamment. Eh bien, tout de suite, on accueille la rubrique Mosaïque de Nassiba Djaidir, comme chaque mercredi matin, elle est parmi nous. Bonjour Nassiba. Bonjour Amel, bonjour à vous tous, ravie de vous retrouver tous les mercredis. Merci, nous aussi on est très contents de vous retrouver, vous avez des invités à chaque fois et puis une invitée qu'on n'a pas vue, donc qu'on n'avait pas vue depuis longtemps. Depuis très longtemps, il s'agit de Sola Janel, bonjour. Bonjour. Merci bienvenue d'être des nôtres. Je suis contente d'être là. Merci, bon retour parmi nous. Merci. Ah, ça fait longtemps, c'est vrai, c'est un grand bonheur et un grand plaisir que de vous recevoir ce matin dans Bonjour d'Algérie. Alors, vous êtes artiste peintre, vous avez plusieurs casquettes, puisque vous développez aussi d'autres passions, l'alpinisme, la décoration intérieure, on y reviendra dans un petit moment. Mais avant, vous faites l'actualité actuellement, vous exposez actuellement à la galerie Ifro Design qui se trouve au niveau du Télémy, boulevard Krim Belkacem. Voilà, c'est ça. Alors, il n'y a pas longtemps, le 25 mars, j'ai commencé mon exposition et c'était le vernissage à la galerie Ifro chez Emel Qara Qasmi. Qu'on salue ce matin si elle nous regarde. Oui, je la remercie beaucoup pour son invitation. Ça m'a vraiment... C'est grâce à elle que je suis revenue un peu à l'art. Et c'était super bien, comme d'habitude. Une belle expo avec beaucoup de rencontres, de belles rencontres. Des retrouvailles aussi. Des retrouvailles. Vous avez quitté la scène un laps de temps, je dirais. J'ai l'impression que je ne suis jamais partie. Ça m'a fait vraiment plaisir. Ouais. Et après plusieurs voyages, après aussi, peut-être vous cherchiez quelque chose, cherchez de changer un petit peu votre univers. Nous les humains, on est toujours à la recherche de quelque chose. Du changement. Dès qu'on trouve, trouve ce qu'on cherche, on commence aussi à chercher autre chose aussi. Ça veut dire que c'est à l'infini. Et tant qu'on est vivant, on veut toujours... Alors, vous étiez galeriste aussi. Notre première rencontre s'est faite à la galerie Le Garage. Exactement.
Et pourquoi le garage? C'était en hommage à votre papa? À mon père l'arrière-grand. aussi, et c'est quelque chose d'original. Qui était mécanicien, qui avait un Oui, exactement. était mécanicien. Ouais. D'ailleurs, le jour où j'ai invité tout le monde pour leur dire que ça s'appelle le garage, ils m'ont demandé est-ce qu'il y a une voiture à réparer là-dedans. Voilà. Mais ce qui m'a étonnée jusqu'à maintenant, les gens m'appellent le garage. Oui, c'est resté. Ouais, c'est pas Zola, le garage. Voilà. J'adore Alors, ça. depuis, Oui. vous avez quand même fait un bout de chemin. Très belle aventure. Une belle aventure. Oui, Donc, c'est le parcours un peu classique. Disons que vous aviez des aptitudes au dessin dès votre tendre enfance. Un petit passage très rapide à l'école des Beaux-Arts d'Alger. Harraga, des Beaux-Arts. C'est pour ça que vous vous êtes dit, tiens, je suis une harraga. Vous avez quitté les bancs rapidement. Alors là, vraiment rapidement. Exactement. Et vous êtes parti à l'aventure. Donc vous êtes très actif aussi. Une belle aventure artistique et qui continue. Et plus c'est que vous êtes aussi alpiniste. On va voir quelques images avant de voir le reportage et s'intéresser de Zola, de Zola la sportive. La sportive. On va voir quelques images qu'on a prises ce matin avec Zahra. Et on va les voir dans un petit moment, alors que vous êtes souvent en montagne. Tout le temps en montagne. Puisque vous êtes alpiniste. Exactement, tout le temps en montagne. Quand je fuis, je suis tout le temps en montagne. D'ailleurs, même mes amis me disent « Ah oui, on ne peut pas te joindre parce que tu es en montagne. » Voilà. On va voir quelques images. Hein. Voilà, déjà on en voit une. Là, alors vous êtes où là Là, c'est à la Brèche. Ouais. C'est l'alpinisme, c'est un autre monde. Waouh, c'est un autre monde. Voilà. Hein. Donc en temps de neige, quand il fait beau aussi, vous allez. Et là, vous portez l'emblème national, tout le groupe. Ah ça, parce qu'on est arrivé au sommet de la Brèche. C'était très difficile parce qu'on a commencé à 6h et on a fini le Maghreb. Ça y est, c'était oui. Donc vous aimez les sensations fortes comme ça, les grandes émotions. Ah oui, vous adorez. On cherche magnifique. Toujours ce qu'il y a derrière. Là, on vous voit aussi, hein, c'est... Là, je vois pas bien. Ah, vous voyez pas, vous n'avez pas le plasma en face. C'est dans l'eau. C'est dans l'eau. Ça c'est l'oued del Barid, c'est à Sétif. On a fait l'escalade aussi là-bas parce que c'est un canyon. D'accord. Et c'était en été, mais il faisait tellement froid. On était en tenue de plongée. Voilà. Mais c'est un canyon qui était vraiment impressionnant. Waouh. C'est la vraie découverte du pays. Le paysage est magnifique. Hein. Ah oui. Et alors ça, vous me dites ce que vous voyez. Ah bah voilà, là vous êtes en planage, vous escaladez. Ça c'est le Magou. Même mon coach il me dit c'est ton bureau parce que c'est là où j'ai commencé à grimper. Au début je lui ai dit jamais je vais arriver à faire ça. Et là je grimpe en tête toute seule. Je mène la danse. Ouais. Voilà. Ça fait 5 ans que vous êtes... ça fait 5 ans. 5 ans à peine. Moi, je me suis dit, quand vous m'avez montré comme ça, en solo, les vidéos, il dit, mais là, elle fait ça depuis très longtemps. Quand on veut quelque chose. À peine 5 ans, oui. Il faut juste vouloir. Pardon. C'est une autre passion, après la peinture. Oui. Et donc là, ça vous permet de vous vider la tête et vous concentrer sur ce que vous faites. Ah, vous ne pouvez pas imaginer comment on vide la tête parce que c'est... c'est dangereux aussi, c'est très dangereux. Dangereux, mais on doit respecter les mesures de sécurité, ça c'est clair et net. Et après, le danger est partout. Oui. Et le risque est partout et ça vaut le coup en fait. Voilà. Ça vaut le coup. Et en plus, vous êtes aussi dans le mouvement associatif. Exactement, c'est ça. Vous êtes aussi dans le mouvement la cataracte, je suis chef de bloc opératoire. On part entre amis médecins. Oui, bénévolement. Ils sont de Tlemcen, de Médéa et tout. Et vous allez dans quelle région? Alors, dans toutes les régions qui sont vraiment loin. Isolées. Exactement, c'est le but. Cette fois-ci, on est parti à Borj Beji Mourtad. On a fait 175 cataractes en 4 jours. Wow. Voilà.
Et ce qui est bien avec la cataracte, c'est que tout de suite, on voit le résultat le lendemain. Le post-op, le lendemain, on n'a pas eu de retour, mauvais retour, c'était super bien. On a fait même la chirurgie esthétique pour les yeux, parce qu'on a eu des bénévoles qui sont venus de Tlemcen aussi, spécialement pour ça. Et vous les précédez, vous partez juste avant pour repérer, voir ce qu'il y a au niveau du par expérience, on s'est dit, c'est pas la peine de faire un dépistage. C'est juste arriver 2 jours avant l'équipe, faire une sélection, voilà, et on a tellement, parce que les gens ils viennent dès qu'ils apprennent. Exactement. Alors, soit vous êtes en montagne, soit vous êtes au sud, donc c'est vraiment une vie bien chargée, bien remplie, et vous avez mis de la couleur dans votre vie. Très bien. Alors la couleur dans sa vie, on va le voir tout de suite. Allez, on revient à Zola l'artiste. On va découvrir tout de suite votre exposition, puisque Nassiba y était. Elle nous a rapporté ces belles images à travers cette exposition. On se retrouve juste après pour parler de peinture. C'est dans cette galerie qu'elle expose ses œuvres d'art. Des œuvres d'art dont chacune d'entre elles raconte son histoire. Zola Djennen y a mis toute son énergie et sa passion. Une passion pour l'art qui vit en elle depuis bien des années. C'est dans les Aurès, dont elle est originaire, le Grand Sud et la Kabylie, que cet artiste peintre puise son inspiration. Une inspiration avec en toile de fond des souvenirs et des émotions à partager. Dans une belle scénographie visuelle, des œuvres de différents formats. Son espace plastique, cet artiste peintre l'aménage avec des couleurs terre et ocre. Des couleurs travaillées à l'aide de pigments naturels et étalés généreusement. En relief, de la calligraphie berbère. Zola utilise des lettres du Tifinagh comme élément plastique. Dans ses compositions, des techniques mixtes avec toute une gestuelle et une symbolique en action. Voilà, une très belle expo, n'est-ce pas, Nassiba? Oui, bien colorée, notre ami Zola, de notre ami Zola. Donc là, votre exposition, vous l'avez intitulée Enyen. Enyen, qui veut dire? Enyen, c'est 3 pierres. Oui. Alors, ma grand-mère, à l'époque, jusqu'à maintenant, j'espère qu'ils sont en train de le faire aussi, dans mon village, Racing aussi et tout. Alors, Filkanoun, il y a 3 pierres.
on met le tagine on pose le tagine. Alors chaque nouvelle année, on enlève les 3 pierres et on les jette dans le jardin et on remplace ces pierres avec 3 pierres nouvelles. Voilà. Par contre, ce qui m'a marqué, ce qui m'a intriguée, donc il y a toute une symbolique. Il y a toute une symbolique. Elle prend le chiche, l'herbe, et elle dessine un symbole de fertilité pour dire que cette année, ça va être vraiment fertile. Ça va être voilà. Il y a toute une symbolique en action. Exactement. Et dans votre peinture aussi, il y a toute une gestuelle en action. Je le disais dans le reportage, bien ancrée dans notre patrimoine, dans notre culture. La lettre berbère est en mouvement, vous lui donnez une forme. C'est ça, c'est pour être différente d'autres artistes qui jouent sur le Tifinagh. Moi, j'étais inspirée par d'autres artistes, par exemple Chegran, Hamouche aussi, Aziz Bacha, qui sont dans la poterie, qui sont dans la symbolique. Ah oui, ils sont dans la symbolique et j'ai fait des expositions avec eux, c'était un honneur pour moi. Mais je me suis inspirée de leurs travaux aussi. D'accord. Vous leur rendez hommage à travers ces travaux et puis vous êtes forgé votre propre style aussi. Et les terres, les couleurs terre, ocre. Il y a aussi dans cette matière que vous travaillez savamment, Zola, il y a aussi des pigments naturels. Alors, en fait, si vous avez remarqué, j'ai une seule palette. C'est couleur ocre. Et terre. Terre et tout. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, vous avez fait passer un reportage sur Betna. Il parle pourquoi on l'appelle Betna. C'est par rapport à la couleur de la terre. Donc vous êtes originaire, vous êtes un exactement, de Erris, de Betna. Voilà. Donc il y a plein de souvenirs en mémoire qui s'étalent sans racine dans votre travail. Tout ça, c'est mes souvenirs. Tout ça, c'est mes repères. Parce que les gens, ils parlent de patrie, ils parlent de la terre et tout. Pourquoi? Parce que la terre, c'est solide, c'est stable. Et on veut toujours revenir là où c'est stable. Bien sûr. Voilà. Comment? C'est symbolique, mais en même temps, c'est vrai. Voilà. Alors, vous avez aussi pris cette pierre, vous en avez fait un beau tableau. On est en train de le voir d'ailleurs. Il y a d'autres tableaux où on voit des pierres. J'ai commencé à changer, je sais pas, j'ai viré aussi vers ça. Peut-être c'est l'escalade qui m'a poussée à faire ça aussi. Oui, absolument. Parce que d'après, je lui dis, quand je grimpe, il y a toujours une prise qui me lâche. Et la pierre, elle se décroche. Voilà, elle se décroche. Et je lui dis, alors, toi, tu vas rester avec moi. Parce que tu m'as fait peur. Là, et vous composez avec un mur d'escalade dans des tableaux. Voilà, exactement. C'est c'est l'esprit, comment il réfléchit. Dans la spontanéité. Exactement. Dans la spontanéité. Moi, mon esprit, en fait, quand je suis en montagne déjà, je pense à peindre aussi. D'ailleurs, cette fois-ci. Vous posez votre chevalet? Comme ça, des fois, il vous est arrivé de poser votre chevalet? Moi, je travaille pas ou prendre des esquisses, peut-être. Prendre des esquisses, des croquis. Ça vient comme ça. Non, des croquis, ça vient comme ça. D'accord. Parce que je suis pas dans le réalisme. Je suis dans le Tifinagh. Et après, là, maintenant, je me retrouve avec la pierre et tout. Et je trouve que c'est un chemin que je dois tracer et je ne sais pas où est-ce qu'il va m'emmener. En tout cas, c'est une belle exposition. Absolument. Une exposition qui va durer jusqu'au 21 avril. Il y a une prolongation, je crois. Exactement. Merci Emel, merci Ifro. Voilà. On salue ce matin encore une fois Emel Barakasmi, qui est toujours là à la découverte des jeunes, de la jeune création. Elle encourage la jeune création. Beaucoup. En tout cas, nous, on vous dit merci Zola pour cette belle exposition, ce beau retour et puis cette envie de découverte que vous nous avez offert ce matin. En tout cas, bonne chance et puis bravo pour tout ce que vous faites. On va vous appeler pour voir d'autres facettes cette fois-ci, la décoration peut-être d'intérieur. Voilà, merci. Accepté notre invitation. Ça a été un grand plaisir et un grand bonheur de vous recevoir ce matin. Je peux remercier quelqu'un de... Oui, bien sûr, bien sûr. Je remercie Khalti Atiqa qui est artiste aussi, qui est tout le temps dans les expositions. Je te fais, je sais pas où est-ce que je dois regarder là-bas. Merci. Voilà, c'est fait. Voilà, merci Nassiba. Merci à vous, Emel. Et donc, belle découverte, encore une fois, le grand retour de Zola. Voilà. Et puis, on découvre et qu'on redécouvre. Tout à fait. À la semaine prochaine. Mercredi prochain, Inch'Allah. Bien, ça sera Ramadan, Sahar Ramadankoum. Merci. À très bientôt. Sahar Ramadankoum aussi. Sahar Ramadank. On continue. On va recevoir un artiste, et pas des moindres, c'est Massi, qu'on va découvrir dans un tout petit moment à travers ce clip vidéo. Il l'avait donc préparé, c'était avant le confinement, avec Hassiba Amrouche, Nia Nia.
promis, il est parmi nous. Le voici, le grand Massi. Bonjour. Bonjour Amel. Bienvenue, marhaba bik. Merci, bonjour à toutes et à tous. Et ben voilà, on est là. Ça commence avec la bonne humeur. Oui, la bonne humeur. Le fameux duo de Massi et la diva Hasiba Amrouche. Exactement, une dame que vous aimez bien et qui a aussi... c'est une artiste déjà qu'on respecte beaucoup. Voilà, qu'on aime bien. Et que j'appelle ma diva. Moi, je l'appelle ma diva. C'est tout simplement, c'est juste une grande, quoi. Donc, en tout cas, ce duo qui a fait beaucoup d'émules à travers les réseaux sociaux, parce que nous étions en pleine pandémie quand il est sorti. Nous étions en pleine pandémie, exactement. Voilà. Vous êtes à jour, hein, oui, je me rappelle, vous me l'aviez dit. Vous êtes à jour. Oui, et donc... moi, je pense que faire les choses sincèrement, avec amour, et donc forcément, ça devrait marcher. Donc voilà, ce duo, il a été créé à travers notre complicité, à travers notre sentiment sincère, à travers notre amitié. Donc, vu tout ce qu'on a partagé, ça fait des années qu'on se connaît, moi et Hasiba. Et puis, elle nous a appris beaucoup de choses, parce que c'est une artiste qui a toujours donné le meilleur d'elle-même pour les nouveaux. Et elle est sincère. Et elle est très sincère. Voilà, dans son travail. Alors, si vous êtes là, c'est on lui passe un très grand coucou. Oui, on l'embrasse. On l'embrasse. Voilà, j'espère qu'elle sera bientôt sur nos plateaux, pourquoi pas. On a toujours eu plaisir à la recevoir. Elle n'aime pas trop. La médiatisation. C'est pas qu'elle n'aime pas trop, mais bon, elle dit très souvent qu'elle est fatiguée, qu'elle a un peu la flamme de passer, etc. Mais bon, quand on lui prépare un beau plateau, elle est toujours présente. Voilà. Alors si vous êtes là, je l'ai dit, c'est pour une belle exclusivité. Votre dernier clip vidéo, vous êtes adepte aussi des grands espaces, des belles choses. Vous aimez chanter, mais vous aimez aussi travailler le clip vidéo. Surtout. Surtout ça a commencé pour moi depuis 2009. Bon, j'avais fait des petits clips avant, mais il faut dire qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc nous n'étions pas très réseaux sociaux, donc on ne les voyait pas souvent, on faisait ça pas. Devient un canal mais important. après, depuis le clip de Yidem que j'ai fait avec Farid Ben Moussa, le réalisateur depuis 2009, donc ça a démarré un peu sur les réseaux sociaux et le monde a commencé à s'intéresser beaucoup plus. Mais bon, moi ça reste toujours between brackets, entre parenthèses. La télé joue un très grand rôle pour moi, du moins pour mon style. Donc je suis suivi par des jeunes, par des vieux, par des vieilles. Vous avez votre public aujourd'hui. Donc c'est un large public qui est très mélangé, le nom Massi qui est complexe. Est répandu et connu. Eh ben, ne me dites pas ça, sinon je vais me limiter à certains. Surtout cette joie de vivre, cette chanson festive. C'est très important. C'est très important. On m'a souvent dit, Massi, bon, vous faites du spécial fête. Bon, je réponds autrement. Je dis toujours oui. Le rythme, peut-être, vous inspire la fête, mais il y a toujours un texte propre. Il y a toujours un sujet. Un message. Un message surtout. J'ai chanté pour les jeunes. À l'époque où j'étais à la fac, je voyais tous les problèmes qu'on passait et toutes les difficultés. J'ai chanté la maman. D'ailleurs, le dernier clip, moi et Hasiba, donc on a traité un sujet. On a joué le rôle de mère et fils. Et donc, mais ça reste que le rythme, il inspire toujours le large public, la fête. Et ben, c'est beau, c'est magnifique, je donne de la joie. Exactement. C'est magnifique. Il en faut. Alors les artistes aujourd'hui sont, parce qu'on est passé par une période où la culture était au ralenti, il n'y avait pas de sortie, il n'y avait pas, donc tout le monde était confiné, donc beaucoup étaient donc en manque peut-être d'inspiration peut-être. C'est clair. Ça faisait peur. Cette période faisait énormément peur. Il y a eu beaucoup d'artistes qui se sont joints sur les réseaux sociaux, qui ont fait de belles choses sur les réseaux sociaux, des chansons. Vous étiez plusieurs à être sur la toile. Ils sont nombreux, oui, ils ont travaillé. Il y en a même des orchestres au grand complet qui faisaient des directs. Et j'ai aimé parce que bon, ça apportait un peu la joie aux gens qui étaient confinés. Il faut dire que nous étions... Il fallait travailler aussi. Il fallait travailler. Bon,
Est-ce que ils étaient payés? Ça, je ne sais pas. Malheureusement, mais non. En tout cas, pour accompagner leur public, mais c'est là on comprend que l'artiste, malgré que tout travail mérite salaire, donc lui aussi il mérite son salaire, mais il reste qu'il fait des sacrifices pour son art. Il aime la chanson, il aime écrire, il aime chanter, il aime dessiner. Donc tout le monde, je voyais tous les artistes du monde d'ailleurs, pas que nous, qui étaient très présents sur les réseaux sociaux pour la période où là, nous étions confinés. Voilà, la pandémie continue, mais on doit aussi être toujours prudent, se prémunir, faire attention, respecter tous ces gestes barrières. Alors vous continuez bien entendu à donner des nouvelles à votre public, vous faites un gros retour avec une belle chanson. J'espère que ça sera le grand retour, le retour, on a toujours été présent. Donc, en tout cas cette semaine on en a eu, des artistes qui se sont c'est très encourageant. Manifestés oui, c'est les artistes manifestent à travers leurs vidéos, leurs nouveautés, donc ça reste magnifique, ça reste extraordinaire, c'est de l'art, donc c'est bien. Donc ce retour, c'est avec le clip le vrai qui veut dire plaisir, te faire plaisir, ou khatrak, je te fais plaisir. Donc c'est tout nouveau, tout chaud, je dirais tout beau. Oui, tout beau, parce que vous allez voir les images, vous nous emportez dans un très beau voyage, des lieux magnifiques. Des lieux magnifiques. Au départ, je ne sais pas ce que je peux raconter cette vérité, Emel, parce que je vois l'image en face du fond d'écran. C'était prévu que je fasse le clip ici. Au Jardin d'Essai? Oui, on a préparé toute une équipe et tout ça, nous étions sur place et il y avait C'était très compliqué, Emel. C'était très compliqué. J'aurais voulu que ça soit simple parce que ça va faire partie de notre tourisme. Je vais inspirer les gens à découvrir le... Bon, malgré que c'est connu, mais on découvre, il y a de nouvelles générations qui naissent. Et c'était très... Et surtout, le clip doit être exporté après. C'est surtout ça. Parce l'image voyage. Il va durer, il va vivre longtemps sur les réseaux sociaux. J'aurais voulu, mais c'était très compliqué. Donc, j'aimerais bien lancer ce message aux responsables de ces lieux touristiques où il y a notre patrimoine, de ne faciliter un peu les choses. Quand on a envie de filmer un clip, c'est pour nous, c'est pour notre Algérie, c'est pour notre tourisme, c'est pour notre beauté, c'est pour... Et c'était tellement compliqué, Amel. Je rappelle et je répète encore une fois que c'était compliqué, que le producteur... il sait très bien que j'aime tout ce qui est nature. De toute façon, la réussite de tous mes clips, c'est l'image qui fait la réussite de mes clips, parce qu'à chaque fois, je filme en Kabylie, tout ça, où c'est ouvert, on voit le ciel, on voit la terre, on voit les montagnes, la nature, etc. Donc, il m'avait offert le billet pour y aller en Malaisie, et c'était là, et c'était la surprise. On a filmé le clip en Malaisie. Voilà, vous êtes parti dans un autre pays. Découvrir. Oui, et j'étais, on peut dire, entre parenthèses, sponsorisé par le responsable, le gérant de l'hôtel. Il m'avait tout donné. Tout. Mais sa seule condition peut-être de faire aujourd'hui. Justement, sa seule condition, c'était de mettre le nom de l'hôtel et de mettre la Malaisie, le générique du clip. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est magnifique. Voilà. C'est magnifique. Des exemples, c'est peut-être. Il faut. Donc c'est pour ça, je lance cet appel pour dire, il faut nous faciliter la tâche. Moi, en tant qu'artiste. Allez, on va voir le clip. Ok, allez. On n'aura pas beaucoup de temps sinon. Allez, on y va.
Voilà, très beau clip avec bien sûr cette voix et c'est très important de parler donc de la chanson, du texte également. Eh ben oui, le texte c'est très important. Le texte, des fois on est attiré par la musique, des fois c'est le texte, donc c'est pour ça qu'il faut faire un peu ses recherches et surtout, par exemple moi, c'est un peu difficile de produire, tout simplement parce que c'est très souvent je chante l'amour. Et des fois, on ne se rend pas compte, donc on tombe dans le même... on se retrouve nager dans le même bain, tout simplement parce que c'est pratiquement les mêmes paroles qui reviennent. Donc c'est pour cela que je prends un peu de temps pour produire. Et puis l'amour, c'est beau. Moi, je leur dis souvent, faites l'amour, ne faites pas la guerre. Il faut pardonner, il faut aimer, il faut dépasser certaines rancunes, certaines... Parce que la vie, finalement, c'est très rapide, la vie. Très souvent, justement, été dans ce registre-là. On faisait un petit compte. On se rappelait que vous étiez, ça fait 20 ans que vous êtes dans la chanson. Vous étiez un des plus jeunes artistes de votre génération. Exactement, j'étais le plus jeune et j'étais très accompagné, très chouchouté. C'était, je m'en rappelle. Tout le monde était là. Il y avait Hassiba Amrouch à mes côtés, il y avait Naïma Babsa à mes côtés, il y avait Damr Azzouz, il y avait tout le monde était là. Et le gentil Massis qu'il disait. Et alhamdoulilah, ils vous ont accompagné, ils vous ont montré le chemin. Sincèrement, j'ai pas eu trop de difficultés parce que j'ai commencé avec Farid Kazim, Allah yarhamou, qui était les frères Kazim, ils étaient très connus. Donc il m'a un peu facilité la tâche. Les professionnels. Exactement. Farid Kazim, il a bossé avec Takfarinas, avec Karima, avec beaucoup d'artistes. Donc il m'a facilité la tâche, l'accès à la télé, l'accès à la radio. Donc c'était. La médiatisation est très importante. C'était très importante. Moi, je vous ai dit au début, malgré que je suis très réseaux sociaux, vous me trouvez sur TikTok, Instagram, Facebook, mais la télé, c'est très important pour moi. Les émissions télé.